Bonjour à tous. Dans ce module, nous aborderons les systèmes d'eau complexes et le concept d'écoulement non stationnaire. Rappelons qu'un système typique de transport et de distribution d'eau comprend des conduites de transport de l'eau, des réservoirs de stockage et des raccordements aux consommateurs. Dans les conduites, les écoulements passent souvent d'un état stationnaire à un état non stationnaire et inversement. Ces changements sont principalement attribuables aux conditions d'opération du système d'eau urbaine. Par exemple, l'ouverture et la fermeture des vannes, des pompes qui sont souvent activées ou désactivées, etc. Ce genre de situation favorise les changements d'écoulement d'un état stationnaire à un état non stationnaire. Nos objectifs dans ce module sont d'avoir une vue d'ensemble sur les systèmes de conduite complexes qui existent dans les systèmes de distribution d'eau urbains réels. Comme nous avons vu dans le module 1, on peut classer l'écoulement par deux paramètres, soit le temps, soit la distance. On a vu que l'écoulement est stationnaire si les paramètres qui décrivent cet écoulement ne varient pas dans le temps. Pour les petits réservoirs, les changements de la surface libre deviennent importants et les débits dans les conduites sont variables avec le temps. L'écoulement est donc non stationnaire. Nous allons voir comment calculer le temps requis afin que le niveau d'eau dans le réservoir varie de Y1 à Y2. Ensuite, nous verrons le pire cas d'écoulement instable, à savoir le coup de bélier. Dans ce cas, la pression augmente tellement rapidement que cela peut détruire une canalisation. Les systèmes de distribution d'eau dans les districts municipaux sont généralement composés d'un grand nombre de tuyaux interconnectés pour former des boucles et des embranchements. Nous avons vu le cas à une jonction dans le module précédent. Nous allons maintenant voir le cas de deux jonctions. Le processus est le même, mais il est un peu plus long. Voici les étapes. On commence par assumer une valeur pour la charge piézométrique à la jonction J2. HJ2 ne prend en compte que les termes de charge de pression et d'élévation. On garde ensuite le HJ2 constant. Nous n'avons donc qu'une seule jonction J1 à trouver. Et on trouve HJ1 tel que vu précédemment. Une fois que HJ1 est calculé, nous passons au calcul de HJ2. On assume que la réponse trouvée pour HJ1 est correcte. Une fois de plus, nous n'avons qu'une seule inconnue. On peut donc calculer HJ2 relativement facilement. On répète ensuite les étapes 2 et 3 jusqu'à convergence des deux valeurs de HJ. Voici une situation typique que l'on va rencontrer souvent dans le cadre de ce cours. Il s'agit d'un système de deux boucles alimentées par un seul réservoir. Normalement, nous connaissons l'élévation dans le réservoir, ainsi que les débits entrants et sortants du système, c'est-à-dire Q1, Q2, Q3 et Q4. L'objectif de l'exercice est de trouver le débit dans chaque conduite individuelle afin de pouvoir faire la conception des tuyaux d'alimentation. Un autre type de problème est celui dans lequel plusieurs réservoirs alimentent le système de boucles. Dans ce cas-ci, nous connaissons le débit sortant, Q4, ainsi que les élévations de tous les réservoirs. Afin de simplifier le problème, il faut assumer des valeurs arbitraires pour les charges de pression au point B et C. À l'aide de ces valeurs, et en utilisant l'équation de l'énergie entre le point B et le réservoir 2, on sait calculer le débit Q2. De même, pour le débit au point C, le réservoir 3 et le débit Q3. Maintenant, nous nous retrouvons avec une situation similaire au cas numéro 1, c'est-à-dire avec un seul réservoir. Nous pouvons alors trouver les charges de pression au point B et C, recalculer les débits Q2 et Q3 et continuer les itérations jusqu'à convergence. On rencontre aussi un troisième cas avec un système de boucles en simultané et des jonctions. Dans ce cas, comme pour dans le cas numéro 2, le débit Q4 ainsi que les élévations de tous les réservoirs sont connus. La procédure pour résoudre un tel système est donc, on commence par assumer une pression pour le point B. On résout ensuite le problème à la jonction J pour trouver Q2. Une fois Q2 trouvé, on peut éliminer la jonction J et considérer le reste du problème. On se trouve désormais dans le cas de boucle avec plusieurs réservoirs, comme le cas numéro 2. Une fois la pression correcte trouvée pour le point B, on revient au point 2 et on recommence jusqu'à convergence.
Voici comment faire dans un cas plus général. Dans la réalité, il y a plusieurs réservoirs qui alimentent les réseaux. Il y a aussi plusieurs boucles. Ici, il n'y en a que deux, mais dans un cas réel, il y en a vraiment plus. Pour résoudre un problème plus général, il faut trouver les charges de pression avec les techniques que nous avons apprises dans les diapositives précédentes. Cependant, dans la distribution de l'eau, nous avons vu que nous avons une certaine restriction pour la valeur des pressions dans les nœuds. La charge doit en effet être comprise entre 20 mètres et 70 mètres. On peut utiliser des pompes et des valves, qui sont des réducteurs de pression, afin de contrôler des charges de pression. Voici un exemple de système d'eau urbain réel. Les systèmes de distribution d'eau dans les districts municipaux sont généralement composés d'un grand nombre de conduites interconnectées pour former des boucles et des embranchements avec un certain nombre de réservoirs et de stations de pompage. Cela peut compliquer les calculs. Comme les calculs de débit dans un réseau de canalisation impliquent un grand nombre de canalisations, cela devient vite très complexe. Heureusement, il existe plusieurs logiciels permettant de résoudre les équations fondamentales permettant de concevoir un système approprié. Parmi ceux-ci, on retrouve EPANET. EPANET est un logiciel de modélisation de systèmes de distribution d'eau développé par la Division de l'approvisionnement en eau et des ressources en eau de l'Agence américaine de protection de l'environnement. C'est un logiciel libre compatible avec le système d'exploitation Windows. Une modélisation hydraulique minutieuse et complète est très importante pour obtenir un système efficace et fiable. EPANET contient un moteur de calcul hydraulique. Il permet aussi de fixer la taille des tuyaux dans le réseau, de calculer les pertes de charge dues à la friction selon plusieurs formules, dont celle de Darcy-Weisbach, d'inclure les pertes de charge singulières au coude, au T, etc., de modéliser des pompes à vitesse fixe ou variable, et de modéliser différents types de vannes comme des clapets anti-retour, des vannes de contrôle de pression ou de débit, etc. Si vous installez le logiciel et que vous l'ouvrez, vous verrez cette page d'ouverture. Nous avons différents outils pour créer le réseau. Il s'agit vraiment d'un logiciel puissant pour résoudre les équations fondamentales basées sur différentes techniques, dont celle de Darcy-Weisbach, que nous avons vue au cours. Voici un exemple de schéma d'un réseau modélisé par EPANET et une partie des résultats obtenus. L'objectif de ce cours n'est pas de vous le présenter en détail. Néanmoins, vous pouvez avoir plus de détails sur la conception d'un système d'eau urbain dans le cours CVG 41-13. Passons maintenant aux écoulements non stationnaires. Dans cette partie, nous allons étudier la variation de volume des réservoirs en fonction du temps. Prenons l'exemple ici de deux réservoirs connectés par une conduite dans laquelle le fluide s'écoule d'un réservoir à l'autre. En plus de cela, les deux réservoirs se remplissent ou se vident par le biais de débits Q1 et Q2 tels qu'indiqués sur la figure. Si on assume que l'écoulement se fait du réservoir 1 au réservoir 2, nous obtenons le taux de variation du volume du réservoir numéro 1 à l'aide de la première équation et celui du numéro 2 à l'aide de la deuxième équation. Ces équations nous permettent de calculer différentes inconnues telles que le temps requis pour vider un réservoir. De plus, si on combine ces deux équations, on peut obtenir le taux de variation des pertes de charge totale H en fonction du temps. Nous allons maintenant déterminer la relation entre les pertes de charge totale H et le temps. Pour cela, nous allons devoir introduire un nouveau paramètre K qui nous permettra de simplifier les équations en jeu. Commençons simplement par développer la définition de delta H. En considérant H comme étant la totalité des pertes de charge, de frottement et locales, nous pouvons définir le terme K comme étant l'aire de la section de la conduite multiplié par la racine carrée de 2G, divisé par la racine des coefficients de perte de charge totale. On obtient alors la relation 2. Nous pouvons donc utiliser ces nouvelles équations afin de calculer la variation de H pour un certain temps t ou simplement trouver le débit dans la conduite à n'importe quel temps t. Les applications de cette équation sont multiples comme nous allons le voir.
Le cas le plus général concerne l'écoulement entre deux réservoirs. Les équations dérivées peuvent nous permettre d'établir une relation entre le paramètre désiré et le temps écoulé selon la situation. Pour le cas où la conduite se déverse directement dans l'atmosphère, nous pouvons simplifier les expressions en éliminant les termes avec l'air de la surface du réservoir 2. Ainsi, l'équation à la gauche devient plus simple. Ces expressions nous permettent aussi de calculer le débit sortant d'un orifice. Ici, il n'y a aucune perte de charge de frottement. Seule la perte de charge totale à la sortie est prise en compte. Cela permet de simplifier le dénominateur du paramètre K. Le débit d'un orifice est donc donné par l'expression A. Prenons un exemple pour bien comprendre les écoulements non stationnaires entre réservoirs. On cherche à savoir combien de temps cela prendra avant que le niveau d'eau dans le réservoir 1 descende de 3 mètres. Les paramètres importants sont résumés ici en haut. On nous dit aussi que la conduite est longue. Dans ce cas, on peut seulement considérer la perte de charge locale à la fin de la conduite. On fixe donc le KL égal à 1 à cet endroit. Ici, on voit qu'il n'y a aucun ajout de fluide extérieur, Q1 égale Q2 égale 0. Les termes concernant ces deux débits sont donc ignorés. En assumant un écoulement entièrement turbulent, on peut trouver la valeur de F à l'aide du diagramme de Moody. Celle-ci ne dépend que de la rugosité relative. On trouve donc un F de 0,013. En établissant la conservation de l'énergie entre les deux réservoirs, on peut maintenant peaufiner notre estimation de F et trouver la vitesse correspondante. On peut ensuite calculer K qui vaut 0,0251. On obtient alors une expression qui met en relation le temps et la variation des pertes de charge H. Nous savons que le H initial est de 30 mètres. Cette valeur a été donnée au début du problème. Cependant, nous voulons savoir quel sera le H lorsque le niveau d'eau dans le réservoir aura descendu de 3 mètres. Pour ce faire, il faut utiliser le principe de conservation de la masse, ainsi que les dimensions des deux réservoirs. On peut désormais calculer la différence entre les deux élévations lorsque le niveau d'eau dans le réservoir 1 aura baissé de 3 mètres. Nous pouvons voir que les pertes locales sont passées de 30 mètres à 11,9 mètres. Ces valeurs seront donc les bornes de l'intégrale calculées en haut de la diapositive. Cela nous permet de calculer le temps requis demandé, qui est approximativement de 7 heures. Voyons maintenant le coup de bélier. Le coup de bélier est un phénomène de surpression qui apparaît lorsqu'il y a une variation brusque de la vitesse d'un liquide à la suite d'une fermeture ou ouverture rapide d'une vanne, d'un robinet ou d'un démarrage-arrêt d'une pompe, par exemple. Le problème est donc le retour d'eau, les augmentations de débit et la protection contre les coups subis. Cette surpression peut être importante. Cela se traduit souvent par un bruit caractéristique et peut entraîner des ruptures de conduite dans les grosses installations à cause de la quantité de fluide en mouvement. Lorsqu'une valve est fermée de façon subite, une onde de choc est générée et remonte dans la conduite vers l'amont. Voici une illustration du phénomène du coup de bélier. Le coup de bélier se compare à un écoulement à surface libre avec une vanne. Considérons un écoulement à surface libre. Initialement, la vanne est ouverte et il y a un écoulement dans le canal. Par la suite, la vanne est soudainement fermée. Le niveau d'eau s'élève derrière la vanne. Une vague est créée et elle remonte vers l'amont. La vitesse de l'onde de choc qui se propage vers l'amont est habituellement dénotée par la lettre C. Le même processus se produit dans les conduites lorsqu'une valve est soudainement fermée. Si une valve est fermée très rapidement, une onde de pression est générée dans la conduite. Cette onde de pression subit de fortes forces exercées sur les parois de la conduite et un bruit de choc peut être entendu, d'où le nom coup de bélier. Il est primordial de comprendre ce phénomène car il peut entraîner des dommages importants dans les conduites et les équipements utilisés dans le système hydraulique.
Voici ce qu'il se passe en détail. On ferme la valve. Cela génère une onde de choc. L'onde de choc remonte vers l'amont. Le fluide entre l'onde de choc et la valve est maintenant compressé. La pression augmente et passe de P à P plus delta P. L'onde de choc atteint ensuite le réservoir en amont. Le fluide dans toute la conduite est maintenant sous pression et compression. Il y a alors un déséquilibre à l'interface entre la conduite et le réservoir, puisque la charge piézométrique du réservoir est inchangée. Le fluide commence donc à se déverser dans le réservoir. Une onde de décompression est générée et retourne vers la valve. Le fluide entre le réservoir et l'onde de décompression revient à la pression initiale P, mais la vitesse U est inversée. Cependant, le fluide entre l'onde de choc et la valve n'a pas encore reçu le message et est toujours à une pression de P plus delta P, tel qu'illustré sur la figure. Si la valve est toujours fermée, elle constitue un cul-de-sac. Lorsque l'onde de décompression arrive, le fluide ne peut aller plus loin et ne peut pas non plus retourner vers le réservoir. Une pression négative est alors générée au niveau de la valve, ce qui produit une onde de choc négative. Cette dernière retourne en amont et vers le réservoir. Le fluide entre l'onde de choc négative et la valve est au repos, mais sous une pression négative égale en magnitude à delta P. Le fluide entre l'onde de choc négative et le réservoir est toujours à une pression P et l'écoulement est inversé. Lorsque l'onde négative arrive au réservoir, la pression dans la conduite est inférieure à la pression dans le réservoir. Le fluide s'écoule donc du réservoir à la conduite. En théorie, la vitesse revient maintenant à la magnitude et direction originale, puisque nous avons ignoré les pertes de charge. Voici l'équation nous permettant de calculer la vitesse de propagation de l'onde de choc. Elle dépend du module d'élasticité du fluide K ainsi que de sa densité. Les caractéristiques de la conduite telles que le diamètre D et l'épaisseur du matériau jouent aussi un rôle clé dans le calcul de la vitesse de l'onde de choc. Le module d'élasticité de la conduite est important car une augmentation de pression cause une expansion de celle-ci. Néanmoins, lorsqu'on a une conduite assez rigide, on peut éliminer ce terme de l'équation. La vitesse se calcule alors simplement en prenant la racine carrée de K divisée par ρ. En d'autres mots, elle ne dépend que des paramètres du fluide. L'augmentation de pression ΔP peut aussi être calculée en multipliant la densité ρ, la vitesse de l'onde de choc C et la vitesse d'écoulement U juste avant la fermeture subite de la valve. Cette équation a été développée en utilisant la deuxième loi de Newton, telle que montrée ici. En ayant la vitesse de l'onde de choc et la longueur de la conduite, nous pouvons facilement obtenir le temps t requis afin que l'onde de choc traverse la conduite. De la même manière, on peut dire que le temps requis pour que l'onde de choc effectue un aller-retour vers la valve est de 2L divisé par C. Cela veut dire que si la vitesse de fermeture de la valve est un peu plus grande que 2L divisé par C, on pourra permettre à la pression supplémentaire de se dissiper. Les effets de l'onde de choc seront alors considérablement diminués. Ainsi, lorsque l'on conçoit des valves, il faut faire en sorte que sa fermeture ne se fasse pas de manière instantanée. Ceci afin d'éviter la création d'ondes de choc dues à une augmentation de pression. Voici un exemple nous permettant de comprendre le concept du coup de bélier dont nous venons de discuter. Une vanne est placée à l'extrémité aval d'une conduite de 3 km de long. L'eau s'écoule initialement le long du tuyau à une vitesse moyenne de 2,5 mètres par seconde. Quelle est la valeur de la surpression générée par une fermeture soudaine et complète de la valve? Dessinez la variation de pression à la vanne et au point médian de la conduite après la fermeture de la vanne. Prendre la vitesse de l'onde de choc de 1500 mètres par seconde. Commençons par souligner les données importantes.
Ici, nous devons trouver la pression additionnelle générée par la fermeture soudaine de la valve. Nous devons aussi tracer la variation de la pression au milieu de la conduite en fonction du temps. L'augmentation de pression peut être directement calculée avec les valeurs données dans l'énoncé. L'augmentation de pression sera donc de 3,75 fois 10 exposé en 6 newtons par mètre carré ou 3750 kPa. Pour tracer le graphique de la pression, nous devons calculer le temps requis pour un aller-retour qui est de 2L divisé par C, soit 4 secondes. Ainsi, la pression à la vanne sera de 3750 kPa pendant 4 secondes, après quoi elle sera de moins 3750 kPa pour un autre 4 secondes, et ainsi de suite. Donc, au point médian, il faudra 1 seconde afin d'avoir une augmentation de la pression initiale. L'augmentation de pression ne durera que 2 secondes, suite à quoi la pression reviendra à sa valeur initiale, également suivie d'une diminution de pression, telle qu'on peut le voir sur le graphique ici. En réalité, il est important de savoir que la friction réduit les ondes de choc. En outre, en pratique, la fermeture des valves se fait de façon progressive et non instantanée. Cela veut dire que les graphiques générés ici ne sont que des approximations basées sur les hypothèses idéalistes. Une des stratégies les plus efficaces pour éviter le phénomène du coup de bélier est d'augmenter le temps de fermeture de la valve. Le temps de fermeture de la valve doit être plus long que l'aller-retour de l'onde de choc de L divisé par C. Ainsi, l'onde de choc sera relâchée avant la fermeture complète de la valve. On rencontre deux cas de figure. Si le temps de fermeture se situe entre 2L divisé par C et 20L divisé par C, on peut assumer que l'augmentation de la pression est proportionnelle à la valeur maximale donnée ci haut. On peut ainsi calculer l'augmentation de pression résultante en fonction du temps de fermeture de la valve. Mais si le temps de fermeture est plus grand que 20L divisé par C, on suppose alors que l'écoulement agit comme un fluide incompressible. L'augmentation de pression est alors calculée selon cette équation. Voici un résumé des trois cas possibles qu'on peut rencontrer. On a une fermeture soudaine, une fermeture considérée rapide et une fermeture lente. Les formules pour calculer l'augmentation de pression correspondante à chaque cas sont fournies dans la colonne de droite. Voici un exemple pour illustrer la théorie. Considérez le système suivant. Nous voulons trouver l'augmentation de la pression pour un temps de fermeture de 21 secondes et pour un temps de fermeture de 2 secondes. La première étape consiste à déterminer quel type de fermeture on a afin de savoir quelle formule d'augmentation de pression utiliser. La fermeture qui requiert 21 secondes est considérée comme une fermeture lente, puisqu'elle est plus longue que 20 L divisé par C, qui vaut ici 20 secondes. On calcule donc le delta P selon la formule correspondant à ce cas. On obtient une augmentation de 71 428 fois la vitesse U0. Puisque les pertes de charge totale H sont données, on peut trouver la vitesse U dans la conduite à l'aide de l'équation de l'énergie. On obtient une vitesse de 1,397 mètres par seconde et donc une augmentation de pression de 100 kPa. Dans le cas de fermeture instantanée, donc de 2 secondes, on obtient une augmentation de pression de 2100 kPa, soit 21 fois plus élevée que dans le cas précédent. Cela illustre bien les grandes pressions pouvant être générées lors de ce phénomène. Une autre stratégie employée pour dissiper la pression supplémentaire est d'installer une tour de surtension. La tour de surtension est installée le plus près possible de la valve. Lorsque la valve est fermée, l'écoulement est dévié dans la tour de surtension. De cette manière, l'augmentation de pression générée lorsque la valve se ferme est relâchée par la tour. Un écoulement oscillatoire
qui est donc diminué, est mis en place entre la tour de surtension et le réservoir. On peut calculer la hausse du niveau de l'eau dans la tour de surtension à l'aide de l'équation ici. On utilise alors lors de la conception des tours. Voyons un exemple où une tour de surtension peut être pratique. Un système hydroélectrique à haute chute typique peut être un réservoir alimentant un tunnel ou un pipeline à basse pression. Le tunnel peut avoir une longueur considérable et une faible pente. Au bout du tunnel, le système est divisé en une série de tunnels à haute pression jusqu'à la salle des turbines. Dans ce cas, il peut être utile de construire une tour de surtension dans une excavation verticale à l'extrémité aval du tunnel. Le tunnel est ainsi protégé des surpressions excessives qui pourraient causer des dommages importants. Voyons ensemble un dernier exemple. Considérons un système dans lequel une tour de surtension est installée près d'une valve. Il est requis de trouver la vitesse de l'onde de choc C, l'augmentation de la pression ΔP, le temps de fermeture critique TC de la valve et l'augmentation maximale du niveau de l'eau dans la tour de surtension Z max. Pour calculer la vitesse de l'onde de choc, nous employons directement la formule pour trouver cette vitesse. La vitesse nous permet maintenant de calculer l'augmentation de pression générée par la fermeture subite de la valve qui est de 1620 kPa. Le temps critique correspond à 2L divisé par C. On obtient donc un TC de 1,856 secondes. Finalement, l'élévation du niveau de l'eau dans la tour est calculée en utilisant aussi directement la formule présentée à la diapositive 46. L'augmentation de pression va donc produire une augmentation du niveau de l'eau de 37,86 mètres dans la tour de surtension. Un phénomène de coup de bélier se produit également lorsqu'une pompe est mise en marche ou hors tension. Le problème est plus important lorsque la pompe est arrêtée de façon brusque. La mise en marche se fait de manière graduelle. Ainsi, afin de remédier à cette situation, nous pouvons installer un système de contournement appelé bypass. Lorsque la valve est arrêtée, la pression en aval, et donc à droite, devient plus petite qu'en amont, à gauche. La valve s'ouvre alors et l'écoulement de l'amont traverse de l'autre côté afin de limiter la chute de pression. La valve fonctionne à sens unique. Elle permet un écoulement de gauche à droite seulement. Lorsque la pompe est mise en marche et que la pression en aval est plus grande, la valve est fermée et empêche un écoulement de droite à gauche. Il est également possible d'installer une chambre à air pour prévenir les grandes différences de pression. Une chambre à air est comme une tour de surtension très compacte dont l'extrémité supérieure est faite de manière à former un cylindre étanche. Dans des conditions normales de fonctionnement, la chambre est partiellement remplie de liquide. Les chambres à air sont généralement plus compactes que les tours de surtension. Voici ce qui termine notre module 7. N'oubliez pas de bien vous préparer pour l'examen de mi-session. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine de cours à tous.